Au cœur de la liberté, vidéo numéro 7. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept vraiment central du libertarianisme, la propriété privée. Et attention, on ne parle pas juste du fait de posséder des trucs, non, on va voir que c'est le principe même sur lequel repose toute l'idée de liberté. On connaît tous cette phrase, n'est-ce pas? Elle paraît simple, évidente même, mais elle pose une question fondamentale. Où est-ce qu'elle se trouve, très précisément, cette fameuse frontière entre ma liberté et celle de l'autre? Si on n'a pas de réponse claire à ça, le concept de liberté reste finalement assez vague, il tourne un peu en rond sur lui-même. Eh bien, la réponse libertarienne, elle tient en deux mots. Propriété privée. C'est ça la frontière. C'est la propriété qui vient dessiner une ligne claire. Elle définit un domaine, que ce soit des objets ou un espace, sur lequel une personne a un contrôle légitime et exclusif. Et voilà, on l'a, c'est ça, son espace de liberté. Alors voici le programme pour cette analyse. On va d'abord voir le lien entre liberté et propriété. Puis on ira au fondement de tout ça, la propriété de soi. Ensuite, on verra pourquoi la rareté rend la propriété carrément nécessaire, comment elle peut apparaître, et pour finir, on fera une distinction super importante entre propriété et possession. Allez, on attaque le premier point. Ce lien entre liberté et propriété, il est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'il donne une base concrète, tangible, à l'idée de liberté. On sort du flou pour entrer dans quelque chose de défini, un domaine de contrôle. Pour le dire simplement, à l'intérieur des limites de ce qui nous appartient, notre maison, notre voiture et même notre propre corps, on est souverain. On a le droit légitime de faire absolument ce qu'on veut. Et c'est là qu'on touche au principe de non-agression. Tant qu'on reste chez soi, dans son domaine, on est libre. D'accord, mais ce droit de propriété, il vient d'où à la base? Eh bien, il découle d'un droit encore plus fondamental, le premier de tous, la propriété de son propre corps. C'est vraiment l'axiome de départ. Et ce concept, il a deux faces, un peu comme une médaille. C'est d'abord un droit, bien sûr, celui de contrôler ce qui nous appartient. Mais c'est aussi un devoir, celui d'assumer la responsabilité de ce qu'on en fait. Si un arbre qui est sur mon terrain tombe et abîme la maison du voisin, eh bien c'est ma responsabilité. Pourquoi? Parce que cette propriété est vue comme une extension de ma personne. Cette idée de propriété de soi est tellement fondamentale qu'elle est considérée comme inaliénable. On ne peut pas la vendre, la céder. C'est pour ça que, théoriquement, l'esclavage volontaire est impossible. On peut bien sûr choisir de se soumettre à la volonté de quelqu'un, mais on ne peut pas transférer le titre de propriété de son corps. C'est une nuance subtile mais vraiment cruciale. On passe maintenant à la raison très pratique, très concrète de l'existence de la propriété. Au fond, c'est une solution sociale à un problème économique de base, la rareté des ressources. Imaginons une seconde un monde d'abondance totale, un genre de jardin d'Éden. Si tout était dispo en quantité infinie, il n'y aurait jamais de dispute pour savoir qui peut utiliser quoi. Mais bon, ce n'est pas vraiment le monde dans lequel on vit. Dans la réalité, les ressources sont rares. Si deux personnes veulent la même pomme au même moment, un conflit peut naître. Et c'est exactement là que la propriété privée entre en jeu. Elle fonctionne comme une règle sociale, un protocole pour résoudre ces conflits pacifiquement. En disant clairement, ceci appartient à telle personne, on attribue un droit d'usage exclusif et ça met fin au débat. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'attribution, la règle, elle, est claire. C'est ce qui permet de passer du chaos à l'ordre social. Tiens, bonne question pour aborder un sujet qui fait pas mal débat. Si la propriété est une solution au problème de la rareté, qu'est-ce qu'on fait des choses qui ne sont pas rares par nature, comme les idées? Une idée, contrairement à une pomme, ce n'est pas une ressource rare. Si je partage une recette de cuisine, je ne perds absolument pas la mienne. Il n'y a pas de perte, donc pas de conflit pour une ressource limitée. En fait, c'est même le contraire. On est tous les deux plus riches après le partage. C'est pour cette raison que, dans une perspective de droit naturel pur et dur, beaucoup de libertariens estiment que le concept de propriété intellectuelle n'est pas légitime. Ok, très bien, mais comment est-ce que la propriété commence? Pour une ressource qui n'appartient à personne au départ, comment un premier propriétaire légitime peut-il émerger? C'est toute la question de l'appropriation initiale qu'on appelle aussi le homesteading. Le philosophe John Locke a été l'un des premiers à formaliser ça en 3 étapes assez logiques. 1. On découvre une ressource qui n'appartient à personne. 2, et c'est l'étape clé, on la transforme, on y mélange son travail, on l'améliore. Et 3, cette transformation doit être visible pour que les autres puissent constater qu'une revendication a été posée. Un exemple très parlant, planter un drapeau sur la Lune, ça ne suffit pas pour en devenir propriétaire. Selon ce principe, il faudrait vraiment la transformer. Construire une base, exploiter des minerais, c'est le travail investi qui crée le titre de propriété originelle, pas juste le fait de dire « c'est à moi ». On arrive à notre dernier point et c'est une distinction qui peut paraître subtile, mais qui est en fait super importante. La différence entre la propriété et la simple possession. La possession, c'est facile, c'est le fait. C'est avoir le contrôle physique d'un objet, l'avoir dans les mains. La propriété, par contre, c'est une idée, c'est un concept de droit. C'est détenir le titre, le droit légitime de décider de ce qu'on fait avec cet objet, qu'on l'ait physiquement sur soi ou non. L'exemple est tout simple. Si quelqu'un me vole ma souris d'ordinateur,
Je perds la possession, c'est un fait, mais je reste le propriétaire légitime. Le titre de propriété, il est toujours à moi. Et c'est ça qui fait que le vol est illégitime. On comprend alors qu'un échange, un achat, ce n'est pas juste un transfert d'objets, c'est avant tout un transfert de titre de propriété. Pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, voilà quelques pistes. John Locke, bien sûr, pour l'appropriation initiale, Stéphane Kinsella pour une critique très argumentée de la propriété intellectuelle, et Walter Block qui lui pousse la logique des droits de propriété dans ses retranchements les plus concrets, et parfois les plus dérangeants. Et petite surprise, même Rousseau, dans un passage de l'Émile, qui explique à son élève le principe de propriété via une histoire de fèves plantées sur un terrain déjà travaillé. On va se quitter avec une question un peu provocatrice, inspirée justement par les travaux de Walter Block. Si la propriété est vraiment la frontière de la liberté, est-ce que ça veut dire qu'on doit tolérer des actions qui se passent sur la propriété de quelqu'un d'autre, même si on les trouve profondément immorales ? C'est là que le droit et la morale peuvent entrer en conflit. Une question qui mérite réflexion.